Dans le silence feutré d'un plateau de télévision parisien, sous des projecteurs trop blancs qui ne pardonnent rien, Isabelle Huppert a un jour levé les yeux vers la caméra avec une fragilité que le public ne lui connaissait pas. Depuis plus de 50 ans, elle traverse le cinéma français et international, comme une silhouette insaisissable, glaciale parfois, ardente souvent, toujours mystérieuse. Mais ce soir-là, quelque chose s'est fissuré. Ce n'était pas un rôle. Ce n'était pas un texte appris. C'était une femme qui, pour la première fois, acceptait de laisser tomber le masque. On l'a tant vue incarner des héroïnes troublantes, dérangeantes, complexes. De La pianiste à Elle, en passant par des œuvres de Claude Chabrol, elle a bâti une carrière où l'intensité psychologique frôle parfois l'abîme. Pourtant, derrière cette maîtrise absolue de ses émotions à l'écran, se cachait une tension plus intime, plus silencieuse. Une tension née de l'équilibre fragile entre l'art et la famille, entre la lumière des tapis rouges et l'ombre d'un foyer en désaccord. Son mariage avec Ronald Chamma, producteur et homme de cinéma, a longtemps été présenté comme une alliance rare, presque exemplaire dans un milieu où tout vacille vite. Deux esprits cultivés, deux passions pour le 7e art, une complicité nourrie de scénarios, de festivals, de nuits blanches à discuter d'images et de mots. De cette union sont nés des enfants, une vie apparemment stable, une discrétion jalousement protégée. Mais derrière les portes closes, le rythme effréné des tournages, les absences prolongées, la pression constante de l'exigence artistique ont fini par creuser des failles invisibles. Isabelle Huppert a évoqué, d'une voix retenue, ces conflits qui ne font pas la une des magazines, ces discussions qui s'étirent jusqu'à l'aube, ces silences plus lourds que les cris. Elle a parlé du poids d'être une femme libre dans un monde qui célèbre la liberté à l'écran, mais la questionne dans la vie réelle. Elle a parlé de cette culpabilité tenace, celle d'aimer son travail avec une intensité presque dévorante, au risque de voir la sphère intime se fragiliser. « On ne peut pas être partout à la fois », a-t-elle murmuré. Une phrase simple, mais qui portait en elle des années de compromis, de renoncement, d'ajustements invisibles. Les conflits familiaux n'étaient pas faits de scandales spectaculaires, mais d'accumulations minuscules. Une première absente à un anniversaire, un tournage qui empiète sur les vacances, une promotion internationale qui éloigne encore davantage. Le cinéma lui a tout donné, la reconnaissance, les prix, l'admiration mondiale. Mais il a aussi exigé d'elle un tribut que peu de spectateurs imaginent. Puis il y a le corps. Ce corps qui, pendant des décennies, a été un instrument de jeu, un territoire d'exploration artistique. Isabelle Huppert a toujours transformé la fragilité en force, la douleur en langage. Pourtant, avec les années, les douleurs physiques se sont installées comme des visiteurs persistants. Elle n'a pas prononcé de diagnostic. Elle n'a pas cherché la compassion facile. Elle a simplement reconnu que le temps laisse des traces, que l'énergie n'est plus la même, que chaque tournage demande un effort plus profond, plus intérieur. Sur le plateau, lorsqu'elle a évoqué ces mots qui s'accumulent, ce n'était pas une plainte. C'était un constat lucide. Le corps parle, a-t-elle confié. Et parfois, il parle plus fort que les applaudissements. Dans un monde où l'image est reine, où la jeunesse est glorifiée, reconnaître la fatigue, la douleur, c'est presque un acte de rébellion. Isabelle Huppert ne cherchait pas à susciter la pitié. Elle affirmait une vérité humaine. Derrière la légende, il y a une femme qui avance avec ses fragilités. La rumeur d'une rupture avec Ronald Chamma a circulé comme une onde de choc dans les cercles culturels. Certains y ont vu l'échec d'un couple mythique, d'autres la conséquence inévitable de deux trajectoires exigeantes. Elle, au lieu de nourrir le scandale, a parlé de respect. Elle a refusé les accusations, les règlements de compte public. Elle a expliqué que parfois, l'amour ne disparaît pas, mais se transforme. Que rester ensemble par habitude
peut être plus cruel que se séparer avec dignité. Ce qui a bouleversé le public, ce ne sont pas des révélations explosives. Ce sont ces larmes retenues, cette voix qui tremble à peine, ce regard qui se perd un instant avant de revenir. Fière. Isabelle Huppert n'a jamais cherché à démolir l'image d'un mariage parfait. Elle a simplement rappelé que la perfection est une fiction, comme un scénario trop lisse. La réalité est faite de contradictions, de tensions, d'équilibres instables. Dans cette confession, il y avait aussi une célébration silencieuse, celle de la résilience. Malgré les conflits, malgré les douleurs physiques, malgré les jugements extérieurs, elle continue. Elle choisit encore des rôles audacieux. Elle monte sur scène. Elle affronte les critiques. Elle prouve que la grandeur d'une artiste ne se mesure pas à l'absence de fissures, mais à la manière dont elle les transforme en lumière. Isabelle Huppert incarne aujourd'hui une forme de courage discret. Elle ne dramatise pas. Elle ne cherche pas à séduire par la confession. Elle parle parce qu'elle en ressent la nécessité. Parce qu'après des décennies de silence maîtrisé, il devient parfois vital de dire sa vérité. Non pour régler des comptes, mais pour se réapproprier son récit. Et tandis que les caméras s'éteignaient, que le public restait suspendu à ses derniers mots, une image persistait. Celle d'une femme debout, vulnérable mais digne, consciente que sa vie ne se résume ni à ses triomphes, ni à ses épreuves. Une artiste qui accepte que la lumière révèle aussi les ombres. Une femme qui, malgré les conflits, malgré le poids des années, refuse de renoncer à sa passion. Dans ce mélange de douleur et de noblesse, de larmes et de détermination, Isabelle Huppert n'apparaît pas comme une icône brisée, mais comme une figure encore plus grande, plus humaine. Et alors que son regard se détourne une dernière fois de la caméra, on comprend que ce qu'elle a offert ce soir-là n'était pas un scandale ni une confession sensationnelle, mais quelque chose de plus rare. Une vérité incomplète, ouverte, vibrante, prête à continuer de s'écrire dans le silence qui suit. Il y a des matins où Isabelle Huppert se lève avant que la ville ne s'éveille vraiment. Paris est encore gris, presque immobile. Dans la cuisine, la lumière est douce, filtrée par des rideaux légèrement froissés. Elle pose une tasse de café noir sur la table, toujours au même endroit. Le geste est précis, presque chorégraphié. Ceux qui l'imaginent vivant dans une agitation permanente seraient surpris par la simplicité de ces instants. Pas de maquillage, pas de projecteur. Juste le bruit discret de la porcelaine contre le bois. Elle ouvre un carnet. Un vieux carnet à couverture sombre, rempli d'annotations minuscules, de phrases griffonnées à la hâte, de mots entourés 3 fois. Elle y note des impressions fugaces, une sensation dans le dos, une fatigue étrange au réveil, un souvenir d'enfance qui remonte sans prévenir. Le corps, encore lui. Il ne crie pas. Il chuchote. Une raideur dans l'épaule droite lorsqu'elle soulève la bouilloire. Une pause plus longue avant de monter les escaliers. Rien de spectaculaire, mais suffisamment pour lui rappeler que le temps laisse sa signature partout. Quand elle se prépare pour une répétition, elle choisit ses vêtements avec la même minutie qu'un costume de scène. Un pull sobre, une veste sombre, des chaussures plates. Elle effleure le tissu comme si elle cherchait une confirmation silencieuse. Est-ce que je me sens assez solide aujourd'hui? Devant le miroir, son regard ne se juge pas. Il observe. Les rides ne sont pas des ennemis. Elles sont des lignes de texte supplémentaires sur le visage. Elle incline légèrement la tête, comme pour tester la lumière. Ce n'est pas de la vanité, c'est une habitude de comédienne. Lire son propre visage comme on lirait un script. Sur un plateau de tournage, elle arrive souvent en avance. Elle marche lentement, attentive aux détails que d'autres ignorent. L'odeur du bois chauffé par les projecteurs, le murmure technique des câbles qu'on déroule, le claquement sec d'un clap. Elle s'assied dans un coin, observe. Parfois, elle ferme les yeux quelques secondes. Ce n'est pas de la fatigue,
C'est une manière de rassembler ses forces. Autour d'elle, l'équipe s'active. On chuchote son nom avec respect. Mais elle écoute le silence intérieur. Entre deux prises, elle masse discrètement ses mains. Les articulations sont plus sensibles qu'avant. Elle ne s'en plaint pas. Elle ajuste simplement son geste. Si la douleur traverse brièvement son poignet, elle la transforme en nuance dans le regard de son personnage. Le public ne voit pas l'effort. Il voit l'intensité. C'est là son secret. Faire croire que tout est naturel, alors que chaque mouvement est une conquête. À la maison, les tensions familiales ne sont pas des éclats bruyants, mais des distances imperceptibles. Un dîner où les mots sont choisis avec prudence. Une chaise laissée vide, un peu trop longtemps. Une conversation interrompue par un appel professionnel. Ronald Chama, lui aussi homme de cinéma, comprend ce monde exigeant. Mais comprendre ne signifie pas toujours accepter sans heurts. Parfois, un simple regard suffit à exprimer ce qui ne se dit pas. L'épuisement d'être toujours partagé entre l'amour et l'art. Isabelle pose la main sur la table lorsque la discussion devient trop lourde. Un geste calme, mais ferme. Elle ne cherche pas la domination. Elle cherche l'équilibre. Les conflits ne sont pas des drames spectaculaires. Ils sont faits de soupirs retenus, de silences qui s'installent dans le salon après que les enfants ont quitté la pièce. Elle traverse ces moments avec la même concentration qu'une scène difficile. Elle écoute. Elle répond doucement. Mais parfois, elle se retire, seule, dans une chambre plongée dans la pénombre. Là, assise au bord du lit, elle laisse tomber les épaules. Ce n'est qu'un instant. Une respiration plus profonde que les autres. On pourrait presque entendre le battement discret de son cœur dans la pièce silencieuse. Elle pense à ses choix, à ses rôles audacieux qui ont façonné sa légende, à ses nuits passées à apprendre des dialogues pendant que la maison dormait. A-t-elle sacrifié trop de moments ordinaires pour ces instants d'éternité à l'écran? La question ne cherche pas de réponse immédiate. Elle flotte. Parfois, elle ressort une vieille photo. Pas une image de tapis rouge. Une photo floue, prise dans une cuisine il y a des années. On y voit un rire spontané, une complicité simple. Elle caresse le bord de l'image avec son pouce. Le passé n'est pas un regret, mais une mémoire vive. Il éclaire le présent d'une lumière plus douce. Lorsqu'elle apparaît à la télévision et que les larmes montent, ce ne sont pas des larmes théâtrales. Ce sont celles d'une femme qui a longtemps choisi la retenue. Le public perçoit une faille, mais ne voit pas le travail intérieur derrière cette émotion. Avant l'émission, elle avait répété seule quelques phrases, non pas pour les rendre parfaites, mais pour les rendre justes. Elle savait que sa voix pourrait trembler. Elle avait accepté cette possibilité. Et vous, assis devant l'écran, vous sentez peut-être ce frisson particulier, celui qui surgit lorsque l'on reconnaît une vérité humaine dans un visage célèbre. Vous n'êtes plus simple spectateur. Vous êtes témoin d'un instant fragile. Vous entendez le léger silence entre deux mots, cette seconde suspendue où elle cherche la formulation exacte. Vous remarquez la manière dont ses doigts se croisent sur ses genoux, comme pour se donner du courage. Dans les couloirs d'un théâtre, après une représentation, elle marche plus lentement. Les applaudissements résonnent encore dans sa tête, mais son corps réclame le calme. Elle s'appuie un instant contre un mur, ferme les yeux. Le maquillage commence à craquer légèrement au coin des yeux. Elle sourit, presque imperceptiblement. Elle a traversé une autre soirée, une autre bataille douce entre la fatigue et la passion. Isabelle Huppert n'est pas seulement une actrice qui brise le silence. Elle est une femme qui, à travers ces détails minuscules, une tasse posée trop doucement, une main crispée sur un accoudoir, un regard fuyant à table, révèle une vérité plus large. La grandeur ne se mesure pas au discours éclatant, mais à ces gestes presque invisibles que l'on accomplit malgré la douleur, malgré les tensions. Et si vous tendez l'oreille, vous pouvez presque entendre le froissement léger de ses pas dans un appartement silencieux.
le souffle discret qu'elle retient avant d'entrer en scène, le battement irrégulier d'un cœur qui refuse d'abandonner ce qu'il aime. Vous n'êtes plus extérieur à son histoire. Vous marchez avec elle, dans ces couloirs étroits, où la lumière est faible, mais persistante. Elle continue d'avancer, avec cette dignité tranquille qui ne cherche pas l'héroïsme. Chaque jour est une répétition intime. Chaque geste, une affirmation silencieuse. Et tandis que la nuit tombe sur Paris, que la ville s'illumine de milliers de fenêtres, on imagine Isabelle, assise près d'une lampe basse, relisant un scénario, ajustant une phrase, posant la main sur sa poitrine pour apaiser une douleur passagère. Comme si la vie entière n'était qu'une scène à traverser, pas à pas, avec courage et délicatesse. Il y a, dans la vie d'Isabelle Huppert, une zone que même les caméras n'atteignent pas. Une sorte de couloir intérieur, étroit, sans fenêtre, où les mots ne sont jamais tout à fait complets. C'est là que naît le mystère. Pas celui qu'on fabrique pour séduire le public, mais celui que l'on garde pour survivre. Ce soir-là, après l'émission, elle ne répond presque à personne. Elle remercie poliment, d'un sourire bref, puis disparaît dans un véhicule sombre, stationné un peu plus loin que les autres. La portière se referme avec un bruit mat, comme un point final, qui n'en est pas un. Dans la rue, les néons se reflètent sur la vitre, dessinant sur son visage des lignes mouvantes. On la voit, puis on ne la voit plus. Et quelque chose, dans cette disparition, donne l'impression qu'elle emporte avec elle une phrase que personne n'a entendue. Le chauffeur ne parle pas. Elle non plus. Isabelle garde son manteau fermé, les mains croisées sur ses genoux. Dans son sac, on devine le coin d'une enveloppe, ou peut-être un dossier plié. Difficile à distinguer dans la pénombre. Un papier qu'elle a sorti avant d'entrer en studio, qu'elle a relu sans que personne ne le remarque, puis qu'elle a glissé à nouveau dans l'ombre du cuir. Cela pourrait être un script, une facture, une note médicale, ou autre chose. Et c'est précisément cela qui trouble. Rien n'est certain, tout est possible. Chez elle, la lumière du salon est allumée, mais pas assez forte pour éclairer tous les angles. Les rideaux sont à moitié tirés. Les objets, rangés avec soin, semblent pourtant déplacés d'1 millimètre, comme si quelqu'un avait traversé la pièce récemment. Isabelle pose ses clés dans un bol en céramique. Le tintement résonne trop longtemps, comme une réponse qui n'arrive pas. Sur la table basse, un livre ouvert à une page marquée d'un coin replié. Elle s'arrête devant, le regarde, sans le toucher. Un passage est souligné au crayon, mais on ne voit pas lequel. Puis, elle détourne les yeux, comme si la phrase l'avait déjà assez blessée. Le mystère, parfois, tient à une page ouverte qui n'attend personne. Elle se dirige vers la cuisine. La même tasse du matin est là, lavée, retournée. Un détail banal, sauf que ce n'est pas son habitude de la laisser ainsi. Elle reste immobile une seconde, le regard fixé sur la porcelaine. Quelqu'un d'autre l'a-t-il nettoyée? Ou l'a-t-elle fait sans s'en souvenir? Une fatigue qui efface les gestes? Ou une présence qu'elle refuse de nommer? Ronald Chama n'apparaît pas. Son absence n'est pas spectaculaire, elle est simplement évidente. Une chaise légèrement reculée. Un cintre vide dans l'entrée. Une odeur de parfum qui persiste à peine, trop fine pour être certaine. Isabelle ne semble pas surprise. Elle ne s'effondre pas. Elle respire, et cette respiration contient plus de choses qu'un discours. Depuis des semaines, des rumeurs courent. Certains parlent de séparation. D'autres parlent d'une crise qui durerait depuis longtemps. Mais les rumeurs sont des histoires que la foule raconte pour se rassurer. Elles donnent un début, un milieu, une fin. Or, chez Isabelle, rien ne se laisse enfermer dans une fin. Il n'y a pas de déclaration officielle, pas de photos dramatiques, pas de scène de larmes à l'aéroport. Seulement des détails qui s'accumulent comme des gouttes sur une vitre. Le lendemain, sur un tournage, elle arrive encore plus tôt que d'habitude. Elle traverse le décor comme si elle connaissait déjà chaque objet. Les techniciens la saluent.
Elle répond d'un signe de tête. Son visage est calme, mais quelque chose clignote dans ses yeux. Une pensée insistante, une inquiétude qu'elle garde serrée derrière ses paupières. On la voit s'asseoir à l'écart, sortir son carnet. Elle écrit quelques mots, puis s'arrête. Elle déchire la page, la replie, la glisse dans sa poche. Ce geste, rapide, presque furtif, ne ressemble pas à une simple prise de notes. On dirait qu'elle veut effacer une trace, ou au contraire, protéger un fragment de vérité. Le mystère s'épaissit dans ce morceau de papier froissé. Quand on l'appelle pour la prise, elle se lève lentement. Une douleur traverse son épaule. On le devine à la manière dont elle retient son souffle. Elle ne grimace pas. Elle transforme. Le réalisateur parle, donne des indications. Elle écoute, mais son attention semble partagée, comme si une seconde scène se jouait en parallèle, dans un endroit où personne n'a accès. Et puis, pendant une pause, son téléphone vibre. Isabelle regarde l'écran sans répondre immédiatement. Son visage ne change presque pas, mais ses doigts se crispent. Un message. Un nom. Un mot qui pèse. Elle se lève, s'éloigne derrière une cloison. On ne l'entend pas parler. On ne voit pas son expression complète. Quand elle revient, elle remet une mèche de cheveux derrière son oreille, geste simple, mais trop précis. Comme si elle venait de refermer une porte intérieure. Qui lui a écrit? Ronald? Un avocat? Un médecin? Un enfant? Personne ne sait. Et ce non-savoir devient un aimant. Vous sentez que quelque chose se prépare, mais vous ne pouvez pas deviner quoi. Dans les jours qui suivent, elle apparaît en public, impeccable. Une robe sombre, une posture droite, un sourire maîtrisé. Les flashs crépitent. Les journalistes posent des questions, mais elle répond par des phrases courtes, élégantes, presque abstraites. Elle parle de cinéma, de création, de courage artistique. Elle ne parle pas de son foyer. Elle ne prononce pas le mot « divorce ». Pourtant, parfois, lorsqu'elle tourne légèrement la tête, on devine dans son regard une fatigue plus ancienne que la soirée. Un soir, dans un hôtel, après un festival, elle reste seule dans sa chambre. Les rideaux sont ouverts sur une ville étrangère. Les lumières forment des points flous. Elle s'assied près de la fenêtre, enlève lentement une bague. Un geste qui pourrait être anodin, mais qui, dans ce contexte, devient un symbole silencieux. Elle la pose sur la table de nuit, puis elle ne la remet pas. Est-ce un simple repos? Une pause? Un signe? Isabelle ne dit rien, et ce silence est une énigme. La bague reste là, comme une question sans réponse. Elle sort ensuite une petite boîte de son sac. Une boîte fine, presque trop discrète pour contenir quelque chose d'important. Elle l'ouvre à peine. On ne voit pas ce qu'il y a dedans, mais on la voit refermer la boîte avec précaution, comme si elle craignait que l'objet, ou la vérité qu'il représente, s'échappe. Elle garde la boîte dans la paume quelques secondes, puis la glisse au fond du sac, là où rien ne tombe par hasard. Le lendemain, lors d'une interview rapide, un journaliste ose « Vous semblez ému ces derniers temps? Est-ce que tout va bien ?» Isabelle sourit. Un sourire doux, mais incomplet. « Je travaille », dit-elle simplement. Et dans ce « je travaille », il y a tout. Une fuite, une protection, une manière de dire sans dire. Elle remercie, puis s'éloigne. La nuit, chez elle, elle écoute parfois le silence du couloir. Un bruit de pas, une porte qui grince, ou seulement l'imagination qui remplit le vide. Elle se lève, marche jusqu'à l'entrée, pose la main sur la poignée, mais ne l'ouvre pas. Elle reste là, immobile, comme si elle attendait une visite qui ne vient pas, ou comme si elle redoutait ce qui pourrait se tenir de l'autre côté. Et vous, lecteur, vous sentez cette tension. Vous sentez qu'il manque une pièce au puzzle, que quelque chose, dans cette histoire, ne se laisse pas dévoiler tout de suite, qu'il y a une vérité au cœur du silence, une vérité qui n'est pas un scandale, mais une nuance, une décision intime,
Un sacrifice? Ou peut-être un secret trop lourd pour être offert d'un seul coup? Isabelle avance, jour après jour, en laissant derrière elle des indices minuscules. Une page arrachée, une bague posée, un message lu sans réponse, une boîte refermée trop vite. Rien ne confirme, rien ne nie, tout suggère. Et c'est ainsi que le mystère tient dans ce que l'on frôle sans saisir, dans ce que l'on devine sans pouvoir affirmer. Comme une porte entr'ouverte, laissant passer une lueur, mais jamais assez pour voir la pièce entière. Il arrive un moment, souvent tard dans la nuit, où même les femmes les plus maîtresses d'elles-mêmes se retrouvent face à un silence qui ne se négocie plus. Isabelle Huppert connaît ce moment. Pas celui qu'on filme, pas celui qu'on commente, mais celui qui se glisse entre deux respirations. Quand l'appartement est trop calme et que la ville, derrière les vitres, ressemble à une mer de lumière lointaine. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle ne cherche même pas à dormir. Elle marche pieds nus, lentement, comme si chaque pas devait être mesuré pour ne pas réveiller quelque chose ou quelqu'un dans la maison. Le parquet craque à peine. Elle traverse le salon, frôle un fauteuil, effleure du bout des doigts le dossier comme on effleure une épaule absente. Il y a, sur la table basse, un verre d'eau à moitié plein. Elle ne se souvient pas l'avoir posé là. Elle le regarde sans le toucher, et ce détail, insignifiant pour n'importe qui, se charge d'une inquiétude diffuse. Est-ce la fatigue qui brouille la mémoire? Ou la preuve que la maison a continué de vivre alors qu'elle croyait être seule? Dans le couloir, une porte est entr'ouverte. Elle s'arrête. La pénombre à l'intérieur semble plus dense que le reste. Isabelle retient son souffle, puis ouvre un peu plus. La pièce n'est pas vide, elle est remplie de traces invisibles. Une odeur de papier, une poussière de lumière sur une commode, un vêtement plié trop soigneusement pour être oublié. Elle ne bouge pas, comme si elle craignait que le simple fait d'entrer modifie ce qu'elle vient de constater. Il lui suffit d'un cintre vide pour que l'on comprenne. Il y a eu un départ, ou une préparation au départ, et personne n'a jugé nécessaire de l'annoncer à voix haute. Elle referme la porte, pas brusquement, avec cette lenteur particulière des gestes qui ne veulent pas provoquer de catastrophe. On dirait qu'elle range le secret à sa place, qu'elle le remet sur l'étagère, là où il peut continuer d'exister sans éclater. Dans la cuisine, la lumière du réfrigérateur éclaire un instant son visage lorsqu'elle l'ouvre, puis se referme, laissant tout redevenir flou. Elle boit une gorgée d'eau, s'appuie contre le plan de travail. Ses épaules descendent d'1 millimètre, comme si le corps profitait de ce refuge pour avouer ce qu'il tait le reste du temps. Il y a une douleur, quelque part, pas assez précise pour avoir un nom, trop présente pour être ignorée. Elle pose la main sur son avant-bras, puis sur sa nuque, comme pour calmer une présence intérieure. Ce n'est pas une scène dramatique, c'est une négociation silencieuse entre elle et elle-même. Elle pense à tout ce qu'elle a montré au monde et à tout ce qu'elle a refusé de montrer, aux personnages qu'elle a incarnés, si intenses qu'on les croit invincibles alors qu'ils saignent de l'intérieur. Elle se demande parfois si, à force d'avoir prêté sa voix aux douleurs des autres, elle a fini par apprendre à garder la sienne dans un coffre. Et ce coffre, aujourd'hui, grince. Le lendemain matin, un message arrive. Elle ne l'entend pas tout de suite. Ce n'est qu'au moment de prendre son téléphone qu'elle voit l'écran s'illuminer, comme une petite menace polie. Quelques mots seulement. Trop court pour expliquer, trop long pour être anodin. Elle lit, puis elle ne répond pas. Son pouce reste suspendu, 1 seconde de plus que nécessaire. Son visage ne change presque pas, mais son regard se durcit, comme si le message venait de toucher une zone qu'elle protège depuis trop longtemps. Sur un plateau, plus tard, elle est impeccable. Elle arrive, salue, sourit avec la précision d'une actrice qui sait qu'un sourire peut être une armure. On lui tend un café. Elle remercie.
On lui parle du planning, elle acquiesce. Personne ne remarque qu'elle serre un peu trop fort la lanière de son sac. Personne ne remarque ce minuscule tremblement dans ses doigts lorsqu'elle ouvre son carnet. Les autres ne voient que la légende. Ils ne voient pas la femme qui garde, dans sa poche, une page arrachée. Quand la caméra se met à tourner, Isabelle devient autre. Ou plutôt, elle devient plus vraie. La scène exige une émotion contenue, une colère muette, une tristesse qui ne veut pas se donner. Et c'est exactement ce qu'elle porte en elle, ces derniers temps, au-delà du scénario. On pourrait croire que le cinéma lui permet de s'échapper, mais il arrive aussi que le cinéma la trahisse. Il révèle, même malgré elle, une vibration plus intime. À la fin de la prise, le réalisateur dit « coupez » et tout le monde respire. Isabelle reste immobile, une fraction de seconde, comme si elle avait besoin de vérifier qu'elle peut revenir à elle-même. Entre deux scènes, quelqu'un l'appelle dans un coin, à l'écart. Une conversation brève, murmurée. Elle écoute, puis répond seulement par « oui » et « d'accord ». Rien de plus. Et pourtant, quand elle revient vers l'équipe, quelque chose dans son pas s'est modifié. Une lenteur supplémentaire, comme si une décision venait de s'installer dans son corps avant même de se formuler dans sa tête. Le soir, dans une chambre d'hôtel, elle enlève ses boucles d'oreilles et les pose sur une serviette, comme si elle avait peur qu'elle fasse trop de bruit. Elle se regarde dans le miroir. Le reflet ne ment pas. Les yeux sont fatigués. Pas seulement fatigués de la journée, fatigués d'une époque. Elle a ce visage qu'on connaît, mais il est traversé par une nuance nouvelle, une douceur plus grave, un recul plus profond. Elle se demande combien de temps on peut continuer à avancer en tenant tout à bout de bras. Sur la table, le même objet revient, cette petite boîte qu'elle ouvre à peine, juste assez pour vérifier que ce qu'elle y a mis est toujours là. Un papier plié, un bijou, une photo, un médicament, on ne sait pas. Elle referme, et on comprend seulement que le contenu compte, mais que le nommer serait déjà trop. Elle reçoit parfois des appels qu'elle laisse sonner, puis s'arrêter. Elle rappelle plus tard, ou elle ne rappelle pas. On pourrait croire qu'elle évite. Peut-être. Ou peut-être qu'elle attend le moment exact où sa voix sera stable. Elle a toujours eu le sens du timing. Pas celui du spectacle, celui de la survie. Dans une interview, on lui parle de force, de courage, de parcours admirable. Isabelle répond avec cette élégance qui ne cède jamais au pathos. Elle évoque le travail, la discipline, le goût du risque artistique. Elle sourit. Mais à un moment, juste un moment, elle laisse une pause s'installer. Une pause trop longue pour être un accident. Et dans cette pause, on sent la présence d'un autre sujet, d'une autre histoire, que la caméra ne touchera pas. Alors le public imagine. Les journaux déduisent. Les réseaux s'emballent. On voudrait une phrase simple. Ils se sont séparés. Ou ils sont restés ensemble. On voudrait une date, une cause, un responsable, un coupable. Mais la vie n'a pas toujours la politesse d'être claire. Et Isabelle, elle, refuse de fournir un récit confortable. Un jour, dans une rue, on la voit sortir d'un immeuble, manteau fermé, lunettes noires. Elle marche sans précipitation, comme si elle savait exactement où elle va. Ou comme si, au contraire, elle acceptait de ne pas savoir. Elle s'arrête devant une vitrine, regarde son reflet mêlé à celui des objets exposés. Elle ajuste son écharpe, et ce geste ressemble à une façon de se remettre en place. On raconte qu'elle aurait pleuré. Peut-être. On raconte qu'elle aurait signé des papiers. Peut-être. On raconte qu'elle lutterait contre des douleurs qui s'accumulent. Peut-être. Tout ce qu'on sait, vraiment, c'est ce qu'elle laisse filtrer. Des indices minuscules, des silences assumés, des gestes qui ne ferment jamais complètement la porte. Et parfois, à la fin d'une journée, elle rentre. Là où rentrer ne signifie plus forcément la même chose qu'avant.
Elle pose ses clés, écoute le bruit qu'elles font en tombant dans le bol. Elle reste debout dans l'entrée, sans allumer toutes les lumières. Une seule lampe suffit. Le reste peut rester dans l'ombre. Elle regarde la chaise reculée, le cintre vide, la tasse retournée. Elle ne bouge pas tout de suite. Puis, elle avance. Un pas, puis un autre. Comme si la maison était un décor qu'elle apprend à traverser autrement. Comme si le cœur, lui aussi, devait réapprendre sa place. Et dans cet espace où rien n'est expliqué, où rien n'est confirmé, vous sentez que l'histoire continue de se dérouler, mais hors champ, dans les couloirs intérieurs, dans les messages non envoyés, dans la petite boîte qu'on referme trop vite. La nuit retombe sur Paris. Dehors, les voitures passent. Une sirène au loin. Une fenêtre s'allume, puis s'éteint. Isabelle s'assoit enfin, sans soupir, sans plainte. Juste avec cette immobilité calme qui ressemble à une prière sans mots. Elle pose une main sur la table, l'autre sur son propre poignet, comme pour vérifier qu'elle est bien là. Le silence, autour d'elle, n'est pas vide. Il est rempli de ce qui n'a pas été dit. Et au moment où l'on s'attendrait à une réponse, à une annonce, à une vérité nette, il n'y a qu'une respiration, lente, régulière, et ce regard qui se perd une seconde dans la pénombre, comme si Isabelle Huppert tenait encore quelque chose entre ses doigts, quelque chose qu'elle n'est pas prête à déposer, pas encore, pas tout de suite. Et que le reste, peut-être, appartient à ce que chacun imagine lorsqu'une porte se referme sans bruit, laissant derrière elle une lueur, pas assez forte pour éclairer, juste assez pour troubler.